Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par Opteven sur le thème des véhicules d'occasion électriques, un marché naissant dont nous allons chercher à identifier les enjeux car pour beaucoup c'est une chrysalide qui deviendra papillon. Le sujet étant très vaste, hein, nous n'avons pas la prétention de tout traiter, mais l'idée est de poser les bases de réflexion à la fois robustes et fertiles. Et avec vous, en votre compagnie, chers visionnautes, je vous remercie d'ailleurs de suivre le webinaire et je vous invite à poser vos questions par le fil dédié. Je pense que tout le monde maîtrise plus ou moins l'exercice vu les 2 dernières années que nous avons passées. Alors pour alimenter les débats, hein, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de Monsieur Albert Etienne, directeur général d'Opteven. Bonjour. Bonjour. Sur Monsieur Halal Boukouche, directeur au sein de JIPA. Bonjour. Bonjour. À distance, cette fois-ci, sur Monsieur Olivier Bourbon, directeur après-vente du groupe Perico. Bonjour Monsieur Bourbon. Et sur Monsieur Alain Dufour, à distance aussi, coordinateur après-vente au sein du groupe Émile Frey France. Bonjour. Et je reviens cette fois-ci en studio avec l'expertise de Monsieur Rodolphe Chevalier, responsable e-mobility chez Volkswagen France. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors dans un premier temps, quelques données de cadrage pour expliquer ce que c'est un peu que ce marché VO naissant. Et on va d'abord faire un détour du côté du VN, puisque le marché du VN électrique, finalement, il est naissant aussi. On a quelques chiffres de référence qui nous ont été fournis par les experts d'IHS Markit, hein, qui font autorité. Alors c'est dans un périmètre Europe, 30 pays. Et alors voilà, bon, je vous laisse apprécier les valeurs, sachant que ce qui est assez intéressant, c'est les hybrides rechargeables, donc les PHEV. On voit qu'ils font faire x2 quand même entre 2020 et 2025, puisque parfois en France on dit que ça va s'effondrer. Ben, on se rend compte qu'à l'échelle européenne, c'est pas le cas. Le VO n'ayant pas les mêmes frontières que le VN, c'est intéressant de le signaler. Et puis sur le véhicule électrique en tant que tel, là on voit que le boom annoncé va avoir lieu. C'est environ x5 en l'espace de 5 ans, donc c'est considérable. Certes, c'est la législation européenne en grande partie qui dicte ce boom, mais enfin toujours est-il qu'au niveau du business, il faut plus que l'anticiper, il faut maintenant prendre le taureau par les cornes. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que vous commencez à faire chez Opteven. Donc Monsieur Etienne, vous avez d'ailleurs vos propres valeurs, vos propres scénarios de marché que vous élaborez depuis maintenant quelques temps et que vous ajustez au fil des cycles qu'on devine maintenant sur le marché. Effectivement, nous on a une activité qui est essentiellement centrée sur le véhicule d'occasion. On est présent dans 5 pays d'Europe et particulièrement en France, et on observe évidemment l'évolution du marché des véhicules d'occasion électriques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui est tout juste émergent. On a quelques chiffres à montrer qui indiquent que c'est aujourd'hui 0,8% du marché occasion qui touche les véhicules électriques. Donc finalement, c'est le reflet de ce qui s'est passé sur le véhicule neuf les dernières années. Vous avez montré l'évolution sur les années à venir, mais si on regarde en fait les quasiment 10% de pénétration sur le véhicule neuf électrique en fin d'année, on était à 1,5% il y a 3 ans, donc on a une courbe qui commence à accélérer assez rapidement, mais qui finalement montre qu'on a un décalage de 2 à 3 ans entre le véhicule neuf et l'arrivée sur le marché occasion. Et ce 0,8% qu'on a cette année, c'était 0,4 il y a 2 ans. Et donc c'est très faible, ceci dit, c'est en train de changer. Nos estimations que l'on fait pour l'an prochain montrent que le marché du VO électrique devrait être environ de 2% du marché de l'occasion globale. C'est surtout un marché des voitures récentes. On voit dans une planche suivante en fait, l'évolution du marché par catégorie d'âge, et on a isolé, vous voyez, les 2 à 4 ans, 4, 6 ans, 6, 8 ans, et on se rend compte que le marché de l'occasion électrique va être surtout visible pour la tranche 2 à 4 ans jusqu'en 2025. En 2025, ouais, voilà, c'est du VO récent. Ça devrait être, d'après nos estimations, environ 15% de ce marché. Ce qui veut dire que pour les gens qui nous écoutent, pour les distributeurs, pour les vendeurs de véhicules d'occasion, tout dépend finalement de votre profil. Si vous êtes un distributeur de marque dans un réseau de concessionnaires ou d'agents, que vous vendez plutôt des véhicules d'occasion récents, c'est un sujet qui va devenir significatif d'ici 2025, 15% des voitures de 2 à 4 ans. Si vous êtes un négociant indépendant, qui lui vend plutôt des véhicules de tous les âges, un peu plus âgés
que les distributeurs. Là, le marché va s'ouvrir sur toutes les classes d'âge à partir de 2025. Donc il y a un petit peu de délai pour arriver jusque-là. Voilà. Et alors j'ai juste une question justement d'internaute, c'est par rapport à ce 2%, ça représente grosso modo combien de voitures? C'est à peu près, alors on ne connaît pas encore le marché de l'an prochain, mais ça devrait être entre 100 et 120 000 voitures électriques. Voilà, cette année c'est peut-être 80 000, l'année précédente 50 000. Donc, vous voyez, il y a une courbe d'accélération, mais ça reste des volumes qui sont quand même assez faibles par rapport au marché de l'occasion global, mais c'est un marché qui s'installe. Voilà. Et un autre point important, vous avez évoqué un horizon temps de 2-3 ans, c'est notamment par rapport au marché du leasing, puisqu'on sait que par le jeu des buybacks, de toute façon, entre ce qui a été commandé pour se mettre à jour par rapport à la législation européenne et ce qu'il est en ce moment et ce qu'il le sera l'an prochain, on va avoir un flux, enfin c'est ce que vous évoquez, relativement significatif à partir de 2023, voilà, 2024. Bon. Ça suit l'évolution du marché des véhicules neufs avec 2 à 3 ans de décalage et des cycles assez courts finalement quand même de remise sur le marché. Un niveau de leasing qui est très élevé sur le véhicule électrique, puisque ça permet de rassurer le client et au bout de 3 ans le véhicule repart avec l'occasion. Et on a surtout l'intérêt pour nous de retrouver, de permettre de démocratiser le véhicule électrique grâce au véhicule d'occasion, qu'on a hâte effectivement qu'il y ait de plus en plus de voitures sur ce marché. Et je vais me tourner vers monsieur Dufour, donc à distance, pour savoir si vous partez sur les mêmes prévisions de marché. Bonjour monsieur Dufour, du coup. On vous aperçoit à l'écran. Donc voilà ma question. Moi je travaille en concession, donc Renault, et le marché de l'occasion, on le connaît déjà, avec Zoé qui est sorti donc en 2012 déjà. Et il y a de l'offre, il y a de la demande, et ça se vend plutôt bien, ouais. Vous anticipez le même boom, sachant que la marque Renault d'ailleurs étoffe son offre de 100% électrique. Vous êtes sur le même timing que Monsieur Etienne ou pas nécessairement? Si, on est sur la même dynamique, ouais. Il y a de la demande. Nous, on est sur une grosse agglomération, donc avec beaucoup d'administrations qui se mettent aussi donc aux véhicules électriques. Et en général, les véhicules ne traînent pas longtemps sur le parc, avec une garantie qui accompagne aussi, qui fidélise le client, qui rassure. Donc oui, on retrouve cette même dynamique sur le véhicule électrique, en occasion déjà. Et Monsieur Bourbon, je me tourne vers vous, donc le groupe Perico. Bonjour. Est-ce que vous retenez les mêmes scénarios justement d'évolution de marché? Alors effectivement, on constate à peu près les mêmes évolutions. Nous sommes quand même malgré tout un petit peu en retrait parce que les marques que l'on représente, qui sont des marques étrangères, on est peut-être un petit peu plus en retard par rapport à la commercialisation des voitures neuves. Du coup, de facto, les voitures d'occasion vont arriver sur le parc très bientôt. Quelques-unes arrivent et on démarre gentiment sur l'activité, effectivement, véhicule occasion électrique. Sans faire de publicité loin de là, vous pouvez préciser les marques que vous distribuez, puisque le groupe Perico est quand même aussi une référence dans le panorama de la distribution française. Je ne sais pas si je vais toutes les citer, puisque nous représentons 16 marques et 16 marques étrangères. En commençant par le groupe Volkswagen, toutes les marques du groupe Volkswagen, Volvo, Jaguar Land Rover, Suzuki, Alfa Romeo, Jeep, Ford, voilà, beaucoup de marques étrangères sur des petits sites et sur les régions du Limousin et en faisant le tour du Limousin. Aux visionnautes de bien comprendre que ce sont des constructeurs qui ont une offre électrique d'ores et déjà disponible et pour certains qui va aller s'étoffant de manière très significative. Ce qui m'offre une transition toute trouvée pour me tourner vers vous, Monsieur Chevalier. Et vous, justement, le groupe Volkswagen, vous avez 1000 watts, comme on dit de façon un peu familière. Comment vous envisagez justement l'évolution du marché? Est-ce que vous corroborez d'une certaine manière ce qu'a présenté Monsieur Etienne? Corrobore à 100% parce qu'on a clairement une volonté d'électrifier notre marché et ça on a de gros investissements qui ont été faits, donc on a effectivement commencé il y a quelques années maintenant avec la e-Golf, sauf que ça restait assez anecdotique, donc on en a eu relativement peu et finalement en véhicule d'occasion on se rend compte qu'elle s'arrache quelque part, donc c'est une bonne nouvelle.
Et aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'avoir en 2030 70% de nos véhicules qui seront vendus en électrique sur l'Europe. Donc c'est un enjeu majeur pour nous et évidemment, on a une forte volonté d'électrifier le marché et de convaincre les gens de passer à l'électrification. Et on le fera également grâce aux véhicules d'occasion. Donc comme le disait Albert, on a d'ici 2-3 ans des véhicules qui vont commencer à rentrer et on pourra alimenter ce marché d'occasion. D'accord. Et il y a justement une question de Visionautes, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de vieux VO électriques sur le marché? Alors on va se limiter au marché français là, on va pas parler de l'Europe. Est-ce que bon, on a tous en tête les Ion, les IMIEV, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, hein, non, 3/4 des véhicules d'occasion qui sont couverts chez nous en garantie, qui sont électriques, 3/4 à moins de 4 ans. Voilà. Le reste, on trouve quelques véhicules qui ont 5, 6 ans, 7 ans, mais c'est effectivement les modèles que vous décrivez, mais c'est infime, quoi. C'est vraiment un marché aujourd'hui de la voiture récente, jusqu'en 2025. À partir de 2025, là, je pense que tous les négociants en France que vous les évoquiez voitures d'occasion seront concernés. Voilà. Oui, il y aura un switch à bien anticiper, puisqu'ils auront aussi la main sur les flux de business. Oui, exactement. Et alors, à propos de marché qui a plus de maturité que la France sur le véhicule électrique, je vais me tourner vers vous, Monsieur Boucouche, puisque vous avez fait une étude au sein de JIPA. Je vais peut-être d'ailleurs dans un premier temps vous laisser présenter ce que fait JIPA. Merci. Donc, JIPA, nous intervenons dans le domaine de l'après-vente automobile en termes d'études. Nous interrogeons dans 40 pays à peu près 70 000 conducteurs et 45 000 réparateurs et professionnels de la distribution. Et par ailleurs, on mène un peu plus de 200 000 dans le monde investigations particulières. Et donc, depuis 30 ans, 35 ans, on mesure ce marché en accompagnant donc l'ensemble des constructeurs, équipementiers, distributeurs, revendeurs pétroliers, etc. Et nous avons donc décidé, il y a 2 ans, de nous pencher sur le marché norvégien, parce que ce marché a une particularité forte, c'est qu'il a à peu près 7 à 8 années d'avance par rapport à ce que nous connaissons ici en Europe. Et c'était utile de pouvoir anticiper, de voir quelles leçons on pouvait en tirer. Alors ça apparaît d'ailleurs à l'écran, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en plus un peu si je peux me permettre, un mythe scandinave. Et donc là, c'est une étude chiffrée avec des valeurs mesurées sur place, robustes. Donc ça permet vraiment de remettre les choses en perspective. Hein. Oui, je vous laisse d'ailleurs nous donner les premiers enseignements de cette vaste étude menée par JIPA en Norvège. Absolument, nous avons interrogé plus de 1500 conducteurs donc, en comparant des voitures thermiques et des voitures électriques. Donc le premier point, c'est que la Norvège a démarré bien plus tôt que nous en termes d'électrification, puisque les 10%, c'était il y a 7-8 ans en termes d'immatriculation. Et l'année passée, ils en sont à 75% des immatriculations qui sont des fuels électriques ou des plug-in électriques. Et sachant qu'à partir de 2025, c'est-à-dire dans 3 ans, ça sera obligatoirement par la loi, donc 100%. Donc ils ont fait un effort assez considérable. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, on constate que sur l'ensemble des véhicules circulant en Norvège, 17% sont des voitures électrifiées. Donc c'est un score assez remarquable. C'est d'ailleurs, en termes de performance, c'est le pays le plus fort au monde. Et c'est lié également à tout ce qui a été abordé par la Norvège en termes d'incitation financière et économique et d'avantages pratiques pour les conducteurs qui ont vraiment favorisé cet élan. Donc, on a aussi essayé de voir un petit peu quels étaient les comportements, et contrairement à certaines idées reçues, finalement, les conducteurs de voitures électriques ne parcourent pas moins de kilomètres que les voitures thermiques. Bien au contraire, en Norvège, lié au fait que, et ça va nous arriver, hein, avec tout ce qui se passe dans les communes, dans les grandes villes, avec les limitations de circulation, on a constaté que ce qu'on appelle entre guillemets les commuteurs, c'est-à-dire ceux qui font les allers-retours, essentiellement avaient une voiture électrique. Et sur les voitures récentes, il y a un différentiel de presque 13% de kilométrage parcouru en plus par ceux qui sont électrifiés que les non électrifiés. D'accord. Je pense que on a une autre information qu'on voulait partager avec vous, donc sur la population qui achète ces véhicules. Et ça, c'est assez particulier, puisque juste pour rappeler, la Norvège est un pays très riche. Hein. Il y a un PIB par habitant qui n'est pas tout à fait comparable à celui de la France. C'est un pays, c'est une monarchie qui a basé sa richesse sur le pétrole. Depuis pas mal d'années, et qui a le plus grand fonds souverain du monde. Et il y a donc pas mal d'années, ils ont lancé donc
c'était l'électrification et qui a été très fortement incité par l'aspect financier et les taxes. Aujourd'hui, en termes d'acheteurs, quand on voit les acheteurs, le profil des acheteurs de véhicules électriques, c'est les catégories plus. Hein, il y a les flottes, et puis sur les privés, il y a les catégories plus, c'est-à-dire plus urbains, plus jeunes, plus aisés, plus riches. Pour vous donner une idée, c'est que 70% des acheteurs en Norvège de voitures électriques ont des revenus supérieurs à 100 000 euros par an. Donc on est vraiment sur une population très aisée. Et la part des populations modestes en Norvège qui achètent une voiture électrique neuve est relativement faible. Et quand on a posé les questions sur quelles étaient vos motivations à l'achat, alors bien loin devant l'écologie, c'était l'économie. Et l'économie sous plusieurs facettes, hein, puisqu'en Norvège, ça a été non pas un seul point qui a été utilisé, mais tout un ensemble de facettes et d'outils qui ont été mis en œuvre. Alors, en Norvège, ils ont une grosse taxe à l'importation des véhicules, puisque c'est pas un pays producteur. Donc ça a été annulé, la TVA a été annulée, l'assurance est réduite, vous ne payez pas les péages d'entrée dans les villes, parce qu'eux, ils ont choisi un système de péage d'entrée dans les villes, ce que nous, on peut difficilement encore concevoir. Ensuite, vous avez... Il y a aussi beaucoup d'avantages qu'on appelait en France les avantages discriminatoires, qui n'ont pas vraiment été mis en œuvre sur le marché français jusqu'à présent, mais qui vous permettent d'avoir accès à des voies de bus, de circuler partout, parce que vous êtes, entre guillemets, vertueux. Absolument. Et les places de parking sont en tarif réduit, voire gratuit. Donc il y a tout un ensemble d'avantages différentiels, de praticité de l'utilisation du véhicule qui sont conférés aux possesseurs de véhicules électriques. Donc et effectivement, c'est l'indicateur majeur pour ces conducteurs pour aller vers l'électrification. Donc c'est vraiment ce côté-là. Ensuite, le marché de l'occasion. Alors aujourd'hui, effectivement, comme c'est un pays qui a 7 ans d'avance, c'était bien de savoir s'il y avait un marché d'occasion. Alors, une voiture électrique sur 5 qui circule en Norvège est une voiture d'occasion. A été achetée d'occasion. Donc c'est déjà un phénomène qui est important. C'est moins faible que sur les voitures thermiques, puisque sur les voitures thermiques c'est plutôt 40%, mais c'est quand même déjà conséquent. Et aujourd'hui, on a un taux d'accélération, c'est-à-dire la progression des ventes de voitures d'occasion est de plus 40 sur l'année passée, alors que c'est de plus 30 pour les voitures neuves. Et en fait, il se vend pratiquement une voiture d'occasion pour 2,5 voitures neuves. Pour les voitures thermiques, c'est exactement l'inverse, voire c'est même un peu plus aggravé, puisque les voitures thermiques sont essentiellement des voitures plus âgées. Donc, et pourquoi ça fonctionne bien ? Eh bien, tout d'abord parce que les clients sont assurés d'avoir un véhicule qui fonctionne. Par la garantie de 8 ans, une batterie aujourd'hui, de manière, je pense, européenne, hein, vous confirmez, mais ça a été beaucoup poussé également par les associations consuméristes au Norvège, qui sont très puissantes. Donc c'est 8 ans, 160 000 km et 70% de capacité de charge. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une voiture à 8 ans en vous disant... même s'il a une range, enfin une distance de 200 ou de 300, 70% pour un usage urbain, les retours, c'est encore assez intéressant. Donc on a effectivement des avantages qui sont importants, et puis on a aussi des valeurs résiduelles qui ne sont pas négligeables. Hein. Bon, la voiture est un produit cher en Norvège, mais par exemple le produit le moins cher, c'est la Nissan Leaf de 2011 qui doit être affiché là à 3 500 €. C'est une voiture de 2011, donc il y a déjà 10 ans, mais qui est vendue. Hein, donc il y a un marché de l'occasion de voitures plus anciennes. Et les voitures plus récentes sont à plus de 55 000, plus de 70 000 €, évidemment. Mais il y a un grand éventail de possibilités et d'offres sur l'occasion. Et à ce propos, j'ouvre juste une parenthèse et je me tourne vers vous. Il y a un internaute qui nous dit le marché du VN, il est quand même très très largement subventionné. Qu'est-ce qui va se passer avec le VO, puisque là, il n'y a plus de subventions pour ce marché-là. C'est quelque chose qui vous inquiète ? Alors c'est quelque chose qui nous inquiète, comme on le disait, nous les véhicules vont principalement arriver d'ici 2-3 ans, les subventions, le programme actuel fait qu'elles vont potentiellement baisser, alors l'avenir nous le dira, et en parallèle aujourd'hui il existe aussi des subventions pour les véhicules d'occasion, donc bien évidemment plus faibles, parce qu'on a le droit à 1 000 € aujourd'hui, et surtout l'intérêt c'est qu'on va rendre la voiture électrique plus accessible grâce aux véhicules d'occasion. Et c'est là on voit tout l'intérêt de travailler sur des véhicules qui aient une VR correcte, mais qui permettent surtout de permettre à d'autres personnes, des personnes qui ont moins de moyens, de rouler sur des véhicules électriques. D'accord, et je n'oublie pas nos intervenants à distance, je vais me tourner vers Monsieur Bourbon. Vous, c'est quelque chose Qu'est-ce que vous répondez à la question posée par le visionnaute ? Ça vous inquiète, cette espèce de rupture de subvention ?
Bah, toujours un petit peu, hein, parce qu'on sait très bien que le marché du VN aujourd'hui est largement subventionné. Le marché du VO aujourd'hui, bon, il y a quand même le petit quid de la valeur résiduelle de la voiture au bout de 3-4 ans. En fonction de l'autonomie, effectivement, même si on a compris que les capacités des batteries allaient diminuer au fil des années. Quid de l'évolution des nouvelles voitures électriques en termes d'autonomie, de capacité de charge. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'inconnus pour nous. Peut-être que dans 4-5 ans, les voitures électriques auront peut-être 1000 km d'autonomie, et auquel cas, celles qui avaient 500 km qu'on commercialise aujourd'hui se retrouvent avec 70% d'autonomie. Voilà, il y aura des gros deltas, et c'est un gros quid sur la valeur résiduelle, je pense. Oui, aujourd'hui, il faut se poser la question. Merci, monsieur Chevalier, oui. Ouais, si je me permets d'ajouter, au niveau autonomie, je pense que plus que l'autonomie, c'est la question de la recharge qui va être importante, puisque en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on a une autonomie de 350 km, 400 km, on arrive à utiliser son véhicule pour l'ensemble de ses usages, et il faut trouver de la recharge rapide en fait sur son trajet quand on fait de longs trajets. Donc je pense plus à ce point-là. Et ensuite, sur la partie valeur résiduelle, le fait qu'on vende beaucoup de leasing aujourd'hui permet en fait aux constructeurs de conserver en fait et de maîtriser cette VR, qui est l'enjeu majeur pour demain, et qui nous c'est ce que soulignent plusieurs personnes qui nous regardent justement, les offres locatives qui sont finalement qui bordent un peu ce marché. Alors monsieur Boucou, je n'oublie pas que vous avez d'autres choses à nous dire, mais je vais tout de même me tourner vers monsieur Étienne, et cette fois-ci pour revenir aux études un peu que vous avez vous aussi menées, cette fois-ci sur le front de l'assistance. Il y a des choses relativement intéressantes qui ressortent des premières remontées que vous avez pu agréger et consolider. Alors on a aujourd'hui, si on regarde le nombre de dossiers d'assistance que l'on fait chaque année, c'est à peu près cette année 1,5-1,6% de nos dossiers d'assistance. Donc c'est un peu plus que le poids des véhicules full électriques dans le parc. Ça reste assez mesuré. Maintenant, ça apparaît à l'écran. Voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années que l'on fait de l'assistance pour des véhicules électriques, parce on assiste des parcs publics depuis pas mal de temps. Ils ont été plutôt précurseurs pour l'acquisition de véhicules électriques, donc on a déjà des données sur le comportement, mais on voit que celle-ci évolue avec le temps. On était jusqu'à maintenant dans des dossiers d'assistance de proximité, c'est dans un rayon de moins de 20 km par rapport au lieu d'habitation, enfin au domicile, au point de base du véhicule, et on a vu à l'inverse, par exemple cet été, lors de tous les dossiers d'assistance qu'on peut faire avec les gens qui partent en vacances, des interventions qui sont sur des grandes distances, de 400, 500, 600 km, et pas seulement des gros véhicules, des Tesla, a priori des grandes routières, mais aussi des véhicules beaucoup plus petits, voire des Zoé. Donc on a un changement quand même, on voit de comportement, de mode de profil d'acquéreur. Après, on n'a pas vraiment de statistiques encore sur les fréquences d'assistance, panne, voilà, ou accident. On voit qu'il y a quand même des dossiers d'assistance, soit des problèmes de charge, des clients qui sont en rupture de charge de batterie et puis qui n'arrivent pas à trouver le chargeur disponible, la borne de recharge disponible à proximité. Une question un peu de béotien, mais j'ai le droit de la poser. Est-ce que, entre guillemets, la panne sèche, c'est fréquent ou pas dans vos premières remontées? Non, honnêtement, c'est pas très fréquent, mais ça arrive, et en fait, c'est à mettre en parallèle. Par contre, avec une crainte, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec une crainte du client. C'est qu'est-ce qui se passe si je suis amené à avoir un problème de charge. Il a beaucoup de réticence par rapport à ça. Dans la réalité, le problème arrive, mais bon, heureusement, pas aussi, pour les clients, pas aussi souvent que ça. Voilà, le sujet pour l'assistance, c'est plus un sujet jusqu'à maintenant de réseau de dépanneurs. Voilà. Avoir des dépanneurs qui soient qualifiés, qui soient habilités à intervenir sur des véhicules électriques. Et justement, on voit apparaître la valeur, là, 25% de votre réseau qui est d'ores et déjà habilité et certifié pour intervenir sur des véhicules électriques. Finalement, c'était un enjeu majeur, et ça va le devenir d'autant plus avec des flux de VN, des flux de VO. L'enjeu un peu de la formation aussi qui doit être synchronisée au ramp-up du marché. Alors là, j'ai envie de me tourner vers vous, là, monsieur Boukouche. Comment les gens se préparent? Quels conseils vous pouvez donner aux professionnels depuis votre tour d'observation pour bien s'équiper puis bien se former?
Oui, je crois qu'il n'y a pas de mystère par rapport à ça et les constructeurs ont déjà beaucoup avancé sur ce sujet vis-à-vis de leur réseau. Mais je crois que c'est valable également pour les négociants, pour tous ceux qui sont indépendants. Il y a la formation, les habilitations, c'est-à-dire la capacité à pouvoir traiter en toute sécurité le véhicule, ça c'est la première des choses. Ensuite, il y a la formation, les équipements. Et l'aménagement des ateliers est un point important puisqu'il faut bien savoir bien délimiter les espaces qui sont dédiés aux véhicules électrifiés et ceux qui ne le sont pas lorsqu'on va avoir des activités qui sont mixtes. Hein, Et aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, ce qu'on a vu, par exemple, on a interrogé pas mal de réparateurs, de distributeurs en Norvège, c'est qu'au travers des appuis, soit des constructeurs, soit des organisations professionnelles, ils se sont développés à justement avoir des best practices et en fait aborder ce marché de manière assez autonome. Hein. D'accord. Je vais me tourner vers les hommes de l'air, là je vais vers Monsieur Bourbon notamment. Comment vous avez appréhendé ça, sachant que parfois c'est peu d'entrées ateliers par an, donc c'est pas toujours facile de placer le curseur au bon endroit entre personnes formées et aptes à intervenir rapidement et efficacement bien entendu, mais parfois des entrées ateliers faibles et voire très espacées. Oui, c'est vrai que ça représente peu d'entrées ateliers aujourd'hui, mais je pense que dans le réseau de distribution et de réparation, nous sommes prêts. Je crois que nous sommes prêts, on peut dire ça. Les formations sont présentes chez tous les constructeurs aujourd'hui. Effectivement, on passe par différentes habilitations, les B0L, les B2VL, les B2TL, qui donnent droit à chacune à des tâches bien précises, des habilitations pour réaliser des tâches bien précises. Voilà, il y a la difficulté peut-être dans les villes, c'est peut-être de trouver des zones de quarantaine justement pour pouvoir stocker ces véhicules-là qui demandent beaucoup de place en termes de stockage. Après, dans les ateliers, sincèrement, je pense que nos techniciens sont prêts. Alors, effectivement, l'avenir des techniciens, certains aujourd'hui basculent vers la voiture électrique alors qu'ils avaient commencé par une formation sur du moteur thermique. D'autres sont pas très intéressés. Il y a une petite interrogation sur le profil des techniciens recrutés dans les années à venir. Est-ce que ce sera toujours issu de l'automobile pour ces véhicules-là ou pas? Pour l'instant, en tout cas, moi, la question reste posée. Et vous, Monsieur Dufour, comment vous avez appréhendé cette question, sachant que chez Renault, vous avez du recul là. Ouais, voilà, donc faisant partie du réseau Renault, on fait Renault Assistance également. Donc les habilitations, les formations qui sont importantes, les zones pour stocker les véhicules potentiellement dangereux en cas de choc, d'accident. Après, le constructeur nous accompagne aussi beaucoup là-dessus, nous encourage aussi à développer les compétences sur les formations électriques. Et on a une bonne partie du personnel aussi qui est habilité, notamment en carrosserie, pour intervenir sur ce type de véhicule. Ouais. Et c'est des investissements importants à l'échelle de votre groupe, ou c'est pas insurmontable? On a les tables de levage adaptées pour la dépose des batteries, les grues pour permettre la mobilité de la batterie, la remettre dans le sarcophage. Et on a un accompagnement du constructeur pour le transport, pour le recyclage. Et le constructeur développe également 2 usines pour pouvoir réparer maintenant les batteries en France. Et je me tourne vers vous, Monsieur Chevalier, puisque j'imagine que c'est à l'agenda chez Volkswagen et enfin l'ensemble des marques d'ailleurs du groupe. C'est déjà bien avancé. Oui, effectivement, sur la formation, c'était le point majeur. C'est-à-dire que le premier point, c'est la sécurité. C'est une vraie nouveauté pour tout notre réseau, donc il était important que toutes les personnes soient formées. Donc, comme on l'a entendu, effectivement, les réseaux sont formés aujourd'hui. Et l'autre point à travailler, c'est que les batteries vont se réparer. Donc, elles ont une garantie de 8 ans, 70% de capacité. Mais il est possible de changer une cellule, un module dans ces batteries. Et aujourd'hui, on développe également des centres de réparation de batteries, où là, l'investissement est plus important. Mais on est convaincu qu'il sera rentabilisé avec les interventions sur les batteries à venir. Mais du coup, il y a un moment où le véhicule est immobilisé. Et c'est ça, exactement. Il faut considérer effectivement une immobilisation comme un véhicule thermique quelque part. Quand on est en attente de réparation, on a les mêmes contraintes. D'accord. En tout cas, vous m'offrez la transition là à nouveau, merci, vers le chapitre des pannes et de l'après-vente. Ce sera significatif
sur le VN, mais il y a l'effet de garantie. Sur le VO, ça va le devenir beaucoup plus, monsieur Étienne, et puis ça vous intéresse au premier chef. Alors on entend beaucoup de choses sur le sujet, véhicule électrique, aucun problème, aucun entretien. Vous menez une petite étude pour séparer le bon grain de l'ivraie, et puis voir surtout qu'entre les deux mondes, thermique et électrique, il n'y a pas forcément une tabula rasa à la romaine, et qu'il y a des choses en commun. Tout à fait. Avant de parler des chiffres que l'on connaît chez Opteven, je peux reboucler avec votre démonstration là, sur la Norvège, qui en fait est intéressante parce que le panel observé est conséquent. Hein. C'est peut-être un peu plus d'un dixième du marché français. Il y a quand même beaucoup de voitures électriques qui circulent, et je retiens que vous avez montré un chiffre sur la fréquence assistance qui est de 20% sur 3 ans. Et finalement, ça c'est assez important par rapport à un véhicule thermique en France. Sur une voiture neuve, la fréquence d'assistance, au début, c'est peut-être 5%, sur la panne 5-6%, ça dépend des marques. Donc sur une échelle de 3 ans, on a une fréquence qui est peut-être au moins équivalente, voire un peu supérieure sur un véhicule électrique. Ça, c'est le premier enseignement. Et puis votre démonstration aussi indiquait à l'écran que le coût d'entretien sur la durée de vie d'un véhicule, en fait, avait tendance progressivement, il y avait de l'écart au début, mais à se resserrer, l'âge avançant, entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Il y a toujours un petit écart à la sortie, mais l'histoire montre que les coûts se rejoignent. Alors, on va en venir à vos pannes, puisque nos pannes. Le temps file. Le temps file. Ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les pannes que l'on gère dans nos contrats, c'est que 60%, enfin un peu plus de 60%, 62% des pannes peuvent arriver sur n'importe quel véhicule, qu'il soit thermique ou électrique. Ça, c'est un chiffre à retenir. C'est le premier enseignement. Et si on regarde, nous, les contrats de garantie que l'on gère, nos contrats couvrent les pannes mécaniques, pannes électriques, électroniques. On peut le voir sur l'écran suivant. Quand on enlève en fait tout ce qui touche au moteur, à l'alimentation, au turbo haute, il nous reste ces composantes électriques et électroniques, les 60%, qui sont l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres pannes qui apparaissent en plus. Il y a des pièces qui sont spécifiques aux véhicules électriques et qui touchent à tout ce qui est chargeur, faisceau de câbles haut voltage, et également les moteurs de traction. Donc on met de côté la batterie, qui est en orange à l'écran, qu'il faudra évidemment prendre en charge. Et on a d'abord la garantie initiale des 8 ans, mais à un moment, on aura des coûts à assumer. Ce qu'il faut voir, c'est que les fréquences sur ces pannes spécifiques, concernant la batterie, aujourd'hui, sont assez faibles parce qu'on a peu de recul, les voitures sont récentes. Par contre, on a des coûts qui sont extrêmement élevés. On a quelques exemples. On a un moteur de trappe pour un câble de charge pour une Tesla qui coûte 2000 €. On a pour une Zoé un chargeur de batterie au voltage 1800 €. Pour une Smart, un câble de charge à 700 €. Donc vous voyez, ce sont des coûts qui sont significatifs et qui, quand on se met dans la posture d'un distributeur qui veut vendre une voiture d'occasion, en fait, doivent se poser mettre en avant des questions sur les coûts garantis à venir et les niveaux de provision qui sont à passer pour évaluer pour prendre en compte ce coût sur la durée de vie de la garantie. Voilà. Donc il y a peu d'interventions encore, mais elles nous montrent qu'elles sont assez chères. Voilà. Et là, je vais me tourner vers nos amis distributeurs. Monsieur Bourbon, même si vous avez forcément peu de recul, est-ce que vous voyez à peu près le même type de panne? Est-ce que vous dressez le même panorama? Bien sûr, aujourd'hui, on peut pas assurer que les véhicules électriques sont plus fiables que les moteurs thermiques. On rencontre aujourd'hui des pannes qui sont forcément différentes des moteurs thermiques, mais il y a quand même malgré tout des pannes qui, comme le disait Albert Étienne juste avant moi, le coût d'intervention est très élevé aujourd'hui.
Alors, je pense que ça va se marginaliser dans les années à venir, de par aussi les réparations des batteries, effectivement. Mais aujourd'hui, une intervention sur un véhicule électrique peut coûter relativement cher si on intervient sur des moteurs électriques, sur des boîtiers bien spécifiques, sur des batteries. On peut atteindre des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros sur le même véhicule aujourd'hui, oui. Bon, encore une fois, tout va, je pense, diminuer au fil du temps, au fil de la démocratisation de ce véhicule électrique et avec de plus en plus de volume. Et vous, Monsieur Dufour, chez Émile Frey, est-ce que vous assistez au même phénomène, sachant là aussi que vous avez plus de recul et vous avez notamment des Zoé de première génération? Oui, voilà. Donc la partie châssis, liaison au sol par rapport aux véhicules thermiques reste la même, bien entendu. Ce qu'on a vécu avec Zoé, des problèmes de moteur, de chargeur, convertisseur sur les premiers modèles. Là, avec l'avantage aussi d'avoir un accompagnement même financier donc du constructeur, avec des prises en charge. Et qu'est-ce qu'on rencontre également? De la gestion aussi, gestion de charge, qui en termes de réparation se limite généralement à une mise à jour des calculateurs ou des softs de gestion pour la charge ou recharge. Oui. Je me tourne vers vous, Monsieur Etienne, parce qu'il y a une question qui vous est directement adressée. C'est pour savoir si vous avez des garanties particulières liées aux véhicules électriques, et notamment si au-delà de la batterie, vous embrassez l'écosystème et notamment les wallbox. Alors, on a effectivement une gamme de produits spécifiques aux batteries qui comprennent des problèmes, des notions spécifiques pour l'assistance et également des cartes de recharge pour les chargeurs. Ouais. Voilà. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Chevalier, parce que on a évoqué donc les pannes, la nature des pannes, une forme de taxinomie des avaries, les coûts finalement, puisque beaucoup de gens disent il n'y aura plus rien à faire, le réseau ne pourra plus gagner sa vie avec des véhicules électriques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous n'êtes pas alarmiste, vous, je crois. Non, moi, je ne suis pas très alarmiste et je pense qu'effectivement, on va apprendre à vendre de nouveaux services. On va apprendre, notamment sur les véhicules d'occasion, la voiture électrique est une voiture connectée. Les thermiques commencent à l'être effectivement, mais les électriques sont connectés. Et on arrive à apporter de nouveaux services avec le véhicule. Donc on peut, pour un véhicule d'occasion, par exemple, upgrader, donc augmenter les équipements du véhicule grâce à des mises à jour à distance. On a des mises à jour qui vont être faites sur les véhicules aussi, donc ça fait aussi travailler l'après-vente. En plus de mises à jour qui vont être faites à distance pour avoir un produit qui soit parfaitement au niveau. Et on a aujourd'hui une compétence certaine dans le réseau qui va se développer. Ça va être, comme je disais tout à l'heure, la réparation de batterie qui va aussi permettre de faire évoluer. Et je pense qu'on est encore vraiment sur le bas de la courbe d'apprentissage, sur la maîtrise des technologies de réparation. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre et qu'on saura très rapidement rentabiliser tout ça et faire progresser la réparation. Alors, courbe d'apprentissage, le mot est lâché, c'est l'un de vos motos, Monsieur Boucouche. Oui, c'est... Non, parce que pour revenir sur la partie après-vente, nous, quand nous avons interrogé l'ensemble des conducteurs norvégiens, on voit, premier point, un point qui est important à dire, on parle beaucoup effectivement de l'absence de pièces, donc d'un après-vente qui soit déficitaire pour les réparateurs et les distributeurs, enfin l'ensemble des ateliers des réseaux. Ce qu'on constate, c'est que les voitures électriques ont une dépense pour le client final en Norvège, lorsqu'elles ont moins de 3 ans, de 33% inférieure à celle des voitures thermiques. C'est pas 50, c'est pas 75, c'est 33%. C'est massivement de la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre, c'est le distributeur, hein. C'est pas le constructeur avec ses pièces qui en bénéficie. On voit que l'écart se réduit très fortement sur le 4-7 ans. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la technologie a besoin de s'affirmer, il y a besoin de maturation un petit peu de cette nouvelle technologie. Le plan d'expérience, il existe pour toutes les industries nouvelles, et tous les 18 mois, il y a une nouvelle batterie, il y a des nouveaux modèles, il y a des changements technologiques. Donc tout ça, c'est à appréhender dans le temps. On voit également que sur les voitures plug-in, les dépenses sont pratiquement similaires à celles des voitures thermiques.
Tout dépend encore de la forme de l'utilisation, si le consommateur utilise plus la partie thermique ou la partie électrique dans ses déplacements. Mais néanmoins, il restera de la consommation assez importante, à la fois de produits et à la fois de contrôle, de maintenance et de diagnostic. Et c'est pour rejoindre ce que disait tout à l'heure M. Etienne, donc on a vraiment, à part la partie moteur, vous avez le châssis. Et on constate que, par exemple, à cause des différentiels de châssis, la consommation de pneumatiques explose. Et c'est pour ça que l'ensemble des constructeurs demandent de faire des inversions de pneus. Si vous ne faites pas les inversions de pneus, vous allez avoir des problématiques sur d'usure plus rapide. Parce qu'il y a un moteur électrique, il y a moins de freinage. Oui, c'est sûr, il y a moins de freinage. Donc il y a des familles qui baissent, il y a des familles qu'on voit qui sont en train de pousser. Le châssis, il faut vraiment le surveiller. La suspension, la direction, il y a des produits qui arriveront dans les ateliers. Moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Effectivement, il y a un changement du business model, il y a beaucoup plus de diagnostic, il y a beaucoup plus de technicité. Donc c'est des prix plus élevés, hein, il faut le dire, donc de la main-d'œuvre plus élevée, des prix plus élevés. Mais dans l'ensemble, il y a un business. Et par rapport aux pannes, juste pour rebondir, oui, les véhicules ont des pannes. Et plus les LVI, c'est plus elles ont de pannes, a priori. Donc ça veut dire qu'il y a encore une amélioration à avoir et à apprendre sur ces véhicules-là, et de différentes formes en termes de pannes. Et alors je pose une question qui est très intéressante puisqu'elle concerne directement le VO. Si on a une batterie qui est en dessous des 70%, admettons un petit peu défaillante, est-ce qu'elle sera changée pour que le VO reste performant, et qui prend ça en charge? Alors, si elle est encore sous la période de garantie et qu'elle descend 70%, c'est de la garantie, donc ce sera le constructeur qui prendra en charge. Et la réparation, puisqu'on veut développer la réparation de batterie, permettra de changer des modules en fait dans celle-ci pour récupérer cette capacité et la replacer au-dessus des 70%. Et alors, je vais faire un dernier tour de table pour conclure. C'est un peu pour savoir comment vous envisagez finalement, on va revenir un peu à ce qu'on disait en préambule, mais comment vous envisagez maintenant l'avenir en termes de business. Si vous voulez d'ailleurs débuter, Monsieur Chevalier, et quels sont les points de vigilance peut-être à avoir aussi, puisqu'il y a encore des questions en suspens. Oui, bien sûr. Comme disait Monsieur Halal, on a clairement une carte à jouer sur la partie train roulant et tout ce qui est pneumatique, puisque là, effectivement, il y a une expertise à apporter et on doit être capable d'aller bénéficier de ce business aussi, qui quelque part a été redistribué sur d'autres acteurs du marché. Donc, c'est un segment sur lequel on doit aller effectivement travailler, et on doit apporter toute la technicité, c'est-à-dire que demain on a tout intérêt d'aller chez le constructeur pour réparer son véhicule électrique, vu la technologie embarquée, vu l'ensemble des modules qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc on a intérêt de le laisser gérer par quelqu'un qui connaît sa voiture plutôt que le mettre ailleurs. Et je vais me tourner vers les hommes de l'art, les distributeurs. Monsieur Dufour, on vous sent finalement relativement serein, hein. Je ne vois pas percer d'inquiétude majeure par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Moi, je rejoins le constat que Monsieur Boukouche a fait sur la partie châssis. C'est sûr qu'il y a toujours une activité qui est maintenue. On favorise aussi la fidélité du client par la proposition de contrats d'entretien pour garantir un peu nos entrées à venir. La technicité attachée à la marque, elle va quand même, grâce à nos formations, à notre maîtrise, rester en grande partie dans nos ateliers. On se projette aussi sur le développement d'un service d'entretien à domicile également, au niveau du groupe, qui peut aussi compenser les potentiels manques d'entrée qui pourraient s'annoncer. Donc oui, par rapport à ça, on reste assez serein sur l'avenir. Et vous, Monsieur Bourbon, je vous ai senti un tantinet plus sceptique, mais pas affolé pour autant. Oui, effectivement, je suis peut-être un peu plus sceptique. Je partage l'avis d'Halal Boukouche, mais sur certains sujets, mais peut-être pas sur tous. Effectivement, en termes d'usure de pneumatique, on est d'accord. En termes d'usure de plaquettes de frein, on est d'accord. Il n'y a pas de débat là-dessus. Malgré tout, tout le monde sait que les fluides et pour ne pas le citer, l'huile dans les réseaux d'entretien, distribution et réparation automobile ont leur part importante en termes de contribution, et c'est pour ça que je partage pas tout à fait le même avis, et c'est pas
même si je veux pas être très alarmiste non plus, hein, mais c'est pas en faisant des téléchargements de logiciels qu'on va compenser la marge que l'on va perdre sur ces fluides. Alors peut-être qu'il y aura des nouveaux systèmes qui vont arriver et pour lesquels j'ai pas encore eu connaissance de ça, mais oui, je suis peut-être un peu plus alarmiste sur le sujet. Oui. Monsieur Boucou, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces réactions assez nuancées encore, hein, finalement? Oui, non, mais c'est évident, parce que nous sommes au début de cette aventure. Hein. Aujourd'hui, on est sur la voiture électrique, la prévente, c'est un peu un train qui va très doucement, on peut encore monter dedans, tranquillement. Je pense que ça va s'accélérer. Les VO électriques qui arrivent, Ça en va même temps, on s'accélérer sait qu'il y a un parce gros que business à venir, quoi. Le VO électrique, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est une évidence, hein, c'est une évidence, puisque vu les contingences et les contraintes que vont appliquer les villes, ça veut dire que pour faire l'aller-retour au domicile-travail, vous aurez besoin certainement dans 5, 10 ans d'une voiture électrique, même si c'est une deuxième main, voire peut-être même une troisième main, donc il faut l'envisager. On voit que ça apparaît en Norvège, et même si ce véhicule n'a pas les qualités des 70%, mais peut-être 60%, 50%, avec une distance qui puisse le parcourir assez importante. Nous, on vient d'interroger pas mal de réparateurs en Norvège qui ont basculé sur l'électrique, hein, et pour lequel ça représente aujourd'hui 20 à 25% de leur activité. Et on voit qu'il y a effectivement beaucoup de services qui sont apportés, puisqu'il y a toute la partie assistance qui doit être développée, il y a toute la partie, il y a des réparations, il y a beaucoup de diagnostics. Hein. Quand on voit les factures de maintenance, ce sont des factures où il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il y a beaucoup de chiffres en bas de ligne. Et aujourd'hui, sur la transformation, en fait, c'est tous les réparateurs qui vont se transformer. Donc le prix qui va être demandé aux utilisateurs va forcément progresser. Je ne suis pas tellement inquiet sur la marge pour la partie distributeur, c'est-à-dire pour les ateliers. Et puis je peux en rajouter par rapport à l'après-vente, donc plutôt après la vente, c'est qu'il y a des services. Les services connectés sont réellement des choses intéressantes à vendre. Les véhicules sont connectés, la connectivité est offerte pendant 1 an ou 3 ans en fonction des modèles, mais au bout de 3 ans, il faut la réactiver, donc c'est forcément un coût supplémentaire pour le client et donc de la marge pour nous. Et pour le réseau de distribution. Donc il y a cette partie-là, il y a les services de mobilité qu'on peut apporter en parallèle, et comme je disais tout à l'heure, la capacité de rééquiper le véhicule pendant la vie du véhicule grâce aux technologies d'upgrade en fait, d'équipement. Ouais. Alors on n'a pas traité tous les sujets comme je l'avais dit en introduction, parce que sinon il nous fallait une journée complète. Monsieur Etienne, je vais vous demander de faire la synthèse un peu de ce webinaire, et puis peut-être une question, quelle question tout ça, ça pose à Optaven notamment, parce que du coup vous avez vous aussi un éventail d'offres que vous pouvez repenser, et j'imagine que sur lesquelles vous travaillez d'ores et déjà. En fait, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est un marché qui est émergent. La part des véhicules électriques dans les véhicules d'occasion est très faible aujourd'hui, moins de 1%. Mais en même temps, c'est un marché, on l'a vu, qui va se développer fortement. Et il y a une courbe d'apprentissage à suivre. On a employé le mot plusieurs fois. Pour un distributeur véhicule d'occasion, aujourd'hui, quand on interroge, nos partenaires, nos distributeurs, on interroge un panel représentatif des distributeurs de marque, des indépendants, petits, gros. Alors on trouve quelques profils experts, des gens qui ont eu l'habitude de vendre des voitures électriques, peut-être parce qu'ils font un peu plus de Renault par exemple que d'autres, mais globalement c'est un peu l'expectative. On a des gens qui soit évitent complètement le sujet, qui se disent oh là là, moi le véhicule électrique pour le moment je touche pas, dès que j'en ai un je le revends à un autre négociant, et puis il y a ceux qui subissent un peu la vente mais qui ont conscience qu'en fait ils sont pas tellement formés sur le sujet, ou il manque d'informations. Et quand on interroge les distributeurs plus précisément sur les freins qu'ils voient à la vente de ces voitures d'occasion, en fait, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de la batterie. Pour que je vende une voiture d'occasion, il faut que je l'ai achetée avant. Mais quand je l'achète, comment je peux évaluer la capacité de la batterie, de charge, de décharge? En gros, est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je fais une bonne affaire, quoi, voilà. Et puis, une fois qu'on a acheté la voiture d'occasion, il faut la vendre, et la même question se pose dans le client. Comment je fais pour rassurer le client sur la capacité de la batterie? La question se posera un peu plus, en plus, avec l'avancement en âge des voitures d'occasion. Voilà. Après, le distributeur, son frein aussi est essentiel, c'est la formation de ses équipes de vente. Donc ça, il attend beaucoup des constructeurs, par exemple, ou des partenaires prestataires de services. Et puis, il a aussi des questions qui se posent sur les engagements de reprise. On en parlait tout à l'heure pour la Norvège, où ils sont plutôt élevés, mais les distributeurs en France connaissent pas forcément
ce recul et il peut être inquiet pour ça. Et nous, au travers de ça, en fait, les attentes que l'on voit chez les distributeurs, quand on discute avec eux, c'est apportez-moi une solution pour analyser la capacité des batteries, par exemple. Voilà. Ensuite, apportez-moi des statistiques sur les pannes. Donc nous, on a l'avantage en fait, de gérer contrat de garantie ou d'entretien sur toutes les marques qui se vendent. On vend 1 million de contrats par an. Donc on voit aujourd'hui comment ça se passe, ce marché émergent et ces pannes qui surviennent. Voilà. Et donc le distributeur, il attend d'avoir des informations pour évaluer son coût garantie à venir. Après, concernant le client final, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il a des besoins sur des services spécifiques d'assistance. Il se dit qu'il y a besoin d'avoir une assistance spécifique pour les véhicules électriques, intervenir, rassurer le client quand il a un problème de charge de batterie ou de borne de recharge qui est indisponible, de moyens de paiement pour la recharge qui ne prennent pas les cartes bleues aujourd'hui, voilà, par exemple. Et donc, les clients ont des questions. Donc, le distributeur se dit, je dois avoir un contrat d'assistance à lui fournir qui réponde à ces problèmes-là. Voilà. Et puis, la dernière demande qu'ils peuvent avoir, toujours sur l'assistance, c'est la poursuite de la mobilité ou la capacité à fournir un véhicule classique, entre guillemets, thermique ou hybride, pour des longs trajets, pour partir en vacances sur une semaine ou deux. Tout ça pour assurer par rapport aux problèmes de capacité, voilà, et de nombre de kilomètres avec lesquels qu'on peut faire avec une voiture électrique. Donc ça, c'est les attentes que l'on ressent aujourd'hui chez les distributeurs de voitures d'occasion. Donc nous, on a des propositions dans nos offres de services qui répondent à tout ça, mais c'est effectivement une courbe d'apprentissage qu'il va falloir accompagner chez tous les intervenants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Ce sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier tous les 5 pour avoir participé et alimenté ce webinaire. Je remercie naturellement tous les visionnautes. Alors j'ai quelques petites précisions. Tout d'abord, il y avait énormément de questions sur le fil. On n'a pas évidemment pu toutes les poser parce qu'on n'avait pas le temps. Sinon, à nouveau, c'était un webinaire d'une demi-journée. Mais je pense que nos 5 experts vous répondront ensuite, après, une fois qu'on aura identifié qui a posé la question, on prendra contact avec vous pour apporter les bonnes réponses. Je précise que ce webinaire est sera disponible en replay, donc vous pouvez le regarder ou le signaler à certaines personnes de votre entourage qui sont susceptibles d'être intéressées. Ce sera aussi relayé sur les différents réseaux sociaux, naturellement. Et enfin, dernier point, vous pouvez noter ce webinaire, donc s'il vous plaît, soyez sympa et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.